Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Babylone de Damien Chazelle, qui vient juste de sortir là, le 18 janvier chez nous, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, je crois, si je dis pas de bêtises. Et pour cause, Damien Chazelle, il avait fait La La Land juste avant, il y a quelques années, qui a aussi raflé pas mal d'Oscars. Il nous avait fait Whiplash également en 2012 ou 13, je sais plus, qui était incroyable, Whiplash. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que, pourquoi je parle de ces deux films-là, c'est parce qu'il va y avoir une grosse présence du jazz dans Babylone. Et désolé. C'est un style de musique qu'on retrouve également dans La La Land, parce que le personnage de Ryan Gosling est un jazzman. Et le personnage joué par Miles Teller dans Whiplash fait également de la batterie pour un groupe de jazz. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que Damien Chazelle a fait du jazz étant plus jeune et qu'il avait détesté apparemment l'expérience, ce qui lui aurait inspiré Whiplash. Quand on voit qu'il a des cloques et les mains en sang et qu'il n'arrive plus à tenir ses baguettes, apparemment c'est du vécu. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'apparemment ça l'aurait dégoûté du jazz, mais il peut pas s'empêcher d'en mettre dans ses films. Voilà. Donc c'est plutôt rigolo, cette petite anecdote, je trouve. Parlons de Babylone. Alors, je vais arrêter. Alors, Babylone, un gros hommage au cinéma des années 20, enfin fin des années 20 et début des années 30, comme La La Land était un gros hommage au cinéma d'époque également. On va suivre le personnage de Margot Robbie, qui va percer dans le cinéma, qui va passer d'une quidam à vraiment une star en quelques années. On a le personnage de Brad Pitt, qui est une star établie mais sur le déclin. Et on va surtout suivre Manny, qui est un peu un garçon à tout faire dans le milieu, et qui va monter les jalons petit à petit, pareil, au fil des années. Et il va passer du mec qui amène les accessoires à carrément directeur de plateau et tout ça. Donc, tout ce petit monde va se croiser. On va également suivre un jazzman, un trompettiste noir américain. Et donc voilà, on va suivre principalement ces quatre personnages. Alors, le film dure 3h08, je crois. Ça a été un peu long, je vous avoue, pour moi ça a été un peu long. Non pas que le film ne soit pas bien, parce que même si j'ai pas passé un moment extraordinaire devant le film, avec le recul, parce que en sortant de la salle j'ai débriefé avec ma copine et c'était pas foufou, mais je reconnaissais les bons points du film. Là, la nuit est passée, la nuit porte conseil comme on dit, et je regrette pas de l'avoir vu au cinéma, c'est un très bon film, mais je pense que je suis pas le public. Tout simplement. Mais il a des qualités indéniables, dont la réalisation. Alors la réalisation, c'est quelque chose d'incroyable dans ce film, que ce soit en termes de composition de cadre, que ce soit en termes de montage, avec la musique surtout, et la musique est incroyable, que ce soit en termes donc de composition, de montage, de photos, et les plans, les plans ils sont géniaux. On a des plans séquences dans ce film qui sont ahurissants. Notamment au tout début du film où on a cette espèce de fête, limite une orgie. On va suivre un personnage traverser toute cette fête. Et donc on va suivre la personne et on va passer d'une personne à l'autre. La caméra va suivre plusieurs personnes, va en rattraper d'autres. On va monter au niveau des escaliers, on va revenir, on va suivre encore une autre personne. La caméra va monter, faire un plan un peu zénithal où on voit toute la pièce avec des centaines, il y a au moins 200-300 figurants, je sais pas, mais il y a un monde fou. Et tout le monde danse, tout le monde a son petit truc. Et quand la caméra redescend et revient, en fait, on a vraiment une impression d'osmose parfaite. Il y a dû avoir
quantité astronomique de répétitions pour que chaque personne sache quoi faire à tel moment. Enfin, c'est impressionnant. Le plan dure bien 1 minute 30, 2 minutes, et la caméra ne s'arrête pas. On passe sur des gens qui dansent, à des gens qui jouent des instruments, à des gens qui baisent, enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est un chaos organisé, quoi. C'est tellement organisé que le chaos semble naturel. Voilà, c'est ça qui est génial. Et on a une profusion de tout. Et en même temps, c'est également ce qui est dénoncé dans le film, c'est que c'est tout ce côté outrancier de ces années-là, de ce milieu-là surtout. Alors, comme on va suivre Manny, le personnage de Margot Robbie dont j'ai pas retenu le nom, et le personnage de Brad Pitt qui s'appelle Jack Conrad, je crois, et le trompettiste, je me souviens pas de son nom non plus. Heureusement que Brad Pitt était là pour moi, parce que c'est lui, en fait, je me suis un peu raccroché à lui. C'est celui avec lequel j'ai beaucoup d'empathie, le personnage avec lequel j'ai le plus d'empathie, parce que c'est quelqu'un sur le déclin, c'est quelqu'un qui était une grande star dans le cinéma muet noir et blanc de la fin des années 20. Et au fur et à mesure du film, on va voir l'évolution du cinéma, on va voir le son qui arrive, la couleur également. Et c'est vachement intéressant parce que on voit toute cette technologie qui avance. On voit que les gens sont un peu frileux au début, mais au final ils s'y essayent. Et on voit Brad Pitt par exemple qui passe de superstar à vraiment un has-been sur le déclin, parce qu'à partir du moment où on a du son, on entend sa voix et on entend le fait qu'il joue pas si bien qu'il croyait en fait. Et on voit notamment ça avec, il y a une scène avec son épouse qui a fait du théâtre sur Broadway et qui essaye de lui donner des inflexions qu'il a jamais utilisées, et lui il se passe quelque chose en plus de son côté qui fait qu'il est un peu à fleur de peau à ce moment-là. Il a un espèce de monologue à ce moment-là qui est incroyable dans l'intensité qu'il envoie. De toute façon, Brad Pitt, je le redis, je le re-redis, c'est un des meilleurs acteurs hollywoodiens depuis très longtemps. Et il est fantastique dans cette scène, quoi. Il envoie tellement d'émotions, la tristesse, la colère, la frustration, tout. Il est génial. Et il est aussi doué là-dedans que dans le comic, parce que son personnage est très très drôle. On a un petit rappel à Inglourious Basterds, parce que son personnage essaye de passer pour un Italien. Et donc forcément, moi j'entends Brad Pitt parler avec un accent italien à couper au couteau. Je pense immédiatement à la scène avec Hans Landa dans Inglourious Basterds, où Brad Pitt nous sort un Buongiorno avec son accent américain, où il se fait passer pour un Italien auprès des SS. Bon, forcément ça m'a fait rire. Buongiorno. Là où j'ai eu le plus de mal, c'est avec le personnage de Margot Robbie. Avec Manny, je suis un peu tiraillé parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Le voir s'émerveiller devant le cinéma, devant les scènes, tout ça, je me retrouve un peu dedans. Surtout, il y a une scène qui m'a vraiment touché, c'est quand ils doivent filmer l'instant magique, donc quand le soleil se couche, et qu'il y a un problème technique et que Manny doit aller chercher une caméra en urgence, et qu'il la ramène vraiment au bon moment pour choper l'instant magique, que tout se passe comme il faut, que Brad Pitt fait sa scène avec la nana qu'il doit embrasser, et qu'on a ce soleil couchant qui est magnifique. Et là on voit Manny qui voit la scène vraiment se tourner devant lui, et il est émerveillé. Quand je vous disais dans ma critique sur Avatar, quand je vois un soleil couchant dans Avatar, c'est numérique, je sais que c'est numérique, ça me touche pas. Et pour comprendre ce que je ressens devant un coucher de soleil au cinéma, il faut voir cette scène. Manny, à ce moment-là, c'est moi. Voilà. Je peux pas mieux expliquer ça qu'avec cet exemple. Voilà. Et donc, Manny est très touchant à certains moments, mais il est entiché du personnage de Margot Robbie, qui pour moi est insupportable. Alors, je précise. L'archétype de personnage que joue Margot Robbie, je ne l'aime pas. Margot Robbie, par contre, est excellente en tant qu'actrice.
J'avais pas trop vu ça jusqu'à maintenant, parce que pour moi, depuis le Loup de Wall Street, à part se foutre à poil devant la caméra et faire la blondasse, machin, dans Birds of Prey, tout ça, Harley Quinn, c'était pareil. Elle montrait son boule, elle faisait pas grand chose. Il paraît que dans Aitonia, elle est très très douée, mais je l'ai pas vue malheureusement. Et puis le fait que j'aime pas Margot Robbie m'a pas donné envie de regarder Aitonia. Mais je vais peut-être lui donner une chance du coup maintenant. Donc dans ce film-là, elle est vraiment au top. Elle est vraiment au top. Mais c'est son personnage que j'aime pas. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'elle est incroyable dans ce film. Tous les acteurs sont incroyables. Et du coup, elle joue quand même un personnage avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire, c'est la nana, en fait, qui s'en fout des règles, qui décide que le monde doit marcher comme elle le décide. Ouais, mais ça marche pas comme ça, la vie. Y a des règles à suivre. Et quand tu les suis pas, en général, tu te fous dans la merde, ce qui arrive au personnage, et en plus, t'entraînes les autres avec toi. Et du coup, le petit Manny qui est fou amoureux d'elle, mais c'est un amour... Enfin, moi c'est le genre de truc que je suis peut-être un peu trop terre à terre et je suis peut-être pas assez romantique, mais le love at first sight, genre il l'a vu, ça y est, il est amoureux d'elle pour la vie. Moi ça me parle pas. Je suis plus dans découvrir la personne et petit à petit s'attacher à des petits détails, des petits machins qui plaisent. Là, et puis, enfin, Margot Robbie dans ce film-là, c'est l'archétype de la belle nana, mais qui est vide à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle picole à mort, c'est pour ça qu'elle boit, c'est pour ça qu'elle se drogue. C'est pour ça qu'elle veut aucune attache, elle veut fuir absolument tout ce qui est responsabilité de ça. Moi, si j'ai de l'argent, je veux pas payer mes impôts, je veux dépenser tout en m'amusant. Ah, mais la vie, c'est pas que ça. Au bout d'un moment, t'as des responsabilités à suivre et tout, machin. Et donc, Manny traîne derrière elle comme un petit toutou parce qu'il est là, il est amoureux. Alors qu'ils n'ont jamais quasiment échangé aucune vraiment conversation profonde. C'est juste, ah, elle est belle. Et donc, du coup, cet abruti lui pardonne tous ses écarts. Et je t'avoue que ça, c'est des personnages, j'ai du mal. Que ce soit elle, que ce soit lui. Heureusement qu'il a ce côté émerveillé par le cinéma, du coup, je raccroche un peu. Mais dès qu'il lui pardonne des trucs qu'elle fait, moi j'ai du mal. Mais en même temps, ça dénonce un côté aussi de ces personnes-là dans ce milieu du cinéma ou du grand spectacle, ou voilà. Des personnes qui sont un peu vides et qui, par la reconnaissance du public, cherchent à combler un vide au fond d'eux. Et du coup, quand ils l'ont plus, c'est excès de drogue, d'alcool, de luxure, tout ça. Donc, en fait, oui, tout ça c'est pertinent, tout ça c'est extrêmement pertinent. C'est juste que c'est des personnages qui me parlent pas. Je peux pas dire que c'est mal fait, parce que c'est loin d'être mal fait, c'est même extrêmement bien fait. Après, ce sont juste des archétypes de personnages que moi je n'aime pas, encore une fois. C'est comme un film sur des gangsters, tu peux me faire le meilleur Scorsese, ouais, c'est des gangsters, moi ça me parle pas. Je suis complètement... j'ai un mur qui se fait entre moi et les personnages. S'il leur arrive un truc, je n'arrive pas à m'inquiéter pour eux, parce que je me dis c'est des gangsters, ils l'ont cherché. Donc c'est dur de développer de l'empathie. Et ouais, quand je vois Margot Robbie qui fait n'importe quoi et qu'après qui se plaint, j'ai envie de lui dire, ouais, mais t'as fait n'importe quoi. Ah, j'ai 85 000 $ de dette en 1920. Avec des mafieux, ils vont me buter si je les paye pas. Ah, Manny, paye pour moi. Et l'autre, ah oui, je vais t'aider. Bon, il pique une petite crise avant, mais quand même, je vais t'aider parce que je t'aime, bisous. Au bout d'un moment, ils sont pas ensemble, hein. Et l'autre, elle le fait tourner en bourrique depuis 10 ans. Hein. Donc, au bout d'un moment, tu dis, non, mais démerde-toi, t'es gentil, tu vas pas me foutre dans la merde parce que tu sais pas gérer tes comptes et ta vie, quoi. À part ça, on a un peu de pipi caca, j'ai pas aimé, mais le reste, j'ai envie de dire, voilà, la musique est incroyable, les plans, on a des compos encore une fois qui sont magnifiques. Toute la scène avec l'instant magique, voilà, moi c'est vraiment cette scène qui m'a marqué, elle est incroyable. Puis il y a un nombre de figurants pareil pour recréer une bataille historique. Il y a aussi des très bons effets comiques, c'est-à-dire qu'on va voir souvent
par exemple, lors de la scène de bataille, vraiment tous les figurants qui se rentrent dedans avec la musique épique et tout ça, machin, ça bouge dans tous les sens. Il y a des cuts sur, sur toute l'équipe technique, ça revient sur les gens qui se rentrent dedans, qui s'explosent partout. Avec la musique, là, il y a une grosse intensité, et hop, ça cut, silence total. Et il y a un mec par terre qui a une lance dans le bide et qui est mort. Et en fait, c'est un figurant, on sait pas ce qui s'est passé, il est vraiment mort. Et t'as l'équipe du film qui est là, qui le regarde. Et en fait, la rupture de ton, elle marche d'enfer. Elle marche d'enfer. Il y a aussi une scène très drôle où le personnage de Margot Robbie tourne une espèce de sitcom, en tout cas une scène dans un studio, pardon. Et le fait qu'elle recommence, parce qu'il y a un bruit, il y a un truc, il y a un mec qui éternue, il y a un machin, avec le mec qui sort de la cabine en sueur, il en peut plus. C'est très très drôle. Et la fin de ça, la finalité de ce sketch, je vous le dis pas. Si vous l'avez vu le film, vous comprendrez, mais quand ils ouvrent la porte, ça m'a fait... Alors je dirais pas que ça m'a fait mourir de rire, parce que j'étais un peu entre les deux, mais là, en y repensant, ça me fait rire. Il y a ça, il y a le personnage de... Comment elle s'appelle ? Le personnage de la demoiselle asiatique qui fait du cabaret, d'une sensualité incroyable, d'une classe, d'une grâce et d'une élégance. Vraiment, c'est... Tu la compares au personnage de Margot Robbie, c'est voilà. Margot Robbie, elle est vulgaire dans le film. Le personnage est vulgaire, mais c'est voulu. Comparé à ce personnage-là, c'est le jour et la nuit. Évidemment, c'est fait exprès, ce sont deux personnalités complètement opposées. Mais là, j'accroche plus. C'est un personnage qui a beaucoup de dignité, qui cache une espèce de force derrière son côté un petit peu sexy et détaché. Parce que quand il y a une scène où vraiment tout part en couille et il faut que quelqu'un prenne une décision. Et on a l'espèce de mâle alpha qui est Brad Pitt qui fait « Ah, moi je vais m'en charger » et qui s'éclate par terre, qui sert à rien. Non, il se fait renverser par une voiture. Et ce personnage prend les choses en main très vite et très efficacement. Et tout est réglé en 30 secondes. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé ça aussi. On a un petit caméo de Tobey Maguire aussi qui fait un espèce de type... c'est le cousin éloigné de Gollum. Et il le fait super bien. Il est vraiment top dans le rôle. Il est grimé, mais il a une espèce de coupe à la Hitler. Il a les dents dégueulasses jaunes. Il a une espèce de rougeur sous les yeux. Il a le teint blafard. Et il a un petit rire genre... Ah non, mais c'est génial. Il le fait trop bien. Et il y a un mec, son homme de main, je me souviens plus du nom de l'acteur, mais c'est un acteur qui était connu dans le début des années 2000, fin 90, début 2000. Il a joué dans le Remember the Titans et notamment dans American History X, où il jouait c'est le mec obèse qui faisait chier le petit frère de Derek Vinyard pour le faire venir chez les néo-nazis. Et ce mec-là était en obésité morbide jusqu'à il y a quelques années, et en fait maintenant c'est devenu un Golgoth, il est musclé de ouf et tout machin. Et maintenant il a une espèce de grosse barbe et il est super stock. Et il recommence à faire des films maintenant, mais du coup maintenant il a plus les mêmes rôles. Là il fait une espèce de grosse barrique, genre... Et il a une espèce de tic, c'est qu'il fait... Et il crache tout le temps, quoi. Et c'est un peu crado. Mais dans le contexte où il est, ce personnage, c'est à la fois inquiétant et à la fois super drôle. Parce que c'est une espèce de running gag qui revient. Mais voilà, enfin bref, c'est à la fois une ode au cinéma de ces années-là, mais aussi pour dire que oui, alors c'était une grande époque évidemment, mais il y avait énormément de décadence également. Donc le film joue entre ces deux mondes, pour nous dire oui c'était très bien, mais il se passait ça aussi en même temps, donc il n'y a pas de... Évidemment les années 20-30 sont magnifiées, mais jamais on oublie de nous dire alors attendez, il n'y a pas que du positif, hein, les gars, calmez-vous. Il y a aussi beaucoup de négatifs dans ce monde-là, dans ces années-là.
Donc, avec le recul, finalement, je suis très content d'être allé le voir. En très bonne compagnie en plus. Et non, c'était vraiment un très bon film. C'était vraiment un très bon film. Après, c'est vrai que je pense que je suis pas le public visé, clairement. Mais je regrette pas de l'avoir vu. Il était vraiment très très bien. Si vous aimez la technique, vous allez être bluffé. Si vous aimez le jeu d'acteur, vous allez être conquis. Et si vous aimez la musique, mais alors voilà, vous allez être ébouriffé. Parce que là, vraiment, je dirais, la scène de fin où Manny est dans le cinéma, en termes de musique, de montage, euh, c'est un coup de maître. C'est un coup de maître. J'en dirai pas plus. Monsieur Chazelle, mes félicitations. Ciao. Solo.